très intéressant en tout cas d'entendre tout ce que vous faites. Merci à Enrique, puis merci à Dorian de nous avoir invités. On est très heureuse de vous parler de notre projet de Living Lab, l'Acadilab, qui est spécifique en fait en réhabilitation des agroécosystèmes. Vous avez la chance de tomber sur les 2 personnes de l'équipe qui n'ont pas l'accent québécois. Désolée pour vous, mais on a une pensée pour Samuel et Marie-Pierre qui sont restés en canicule à Montréal. Alors, je laisse tout de suite la parole à Julie qui va vous présenter notre contexte, qui est assez différent en fait, vous allez le voir, du vôtre au niveau des échelles et de l'objet. Alors pour cette présentation, on va un peu vous mettre l'accent sur comment est-ce qu'on fonctionne, notamment la gouvernance puis la méthodologie. Et vous allez voir très brièvement en fait les types de projets qu'on mène. Mais on nous a dit mettez surtout l'accent sur comment ça marche là, votre laboratoire vivant. D'abord, on appelle ça un laboratoire vivant. Là, vous savez, on francise beaucoup au Québec. Alors dans quel contexte on travaille? Effectivement, il est très très différent du vôtre. On n'est notamment pas soumis à de fortes pressions urbaines. En fait, nous c'est l'inverse. On est soumis à de fortes pressions agricoles. Et au Québec, contrairement en France, on a une loi qui protège le foncier agricole. Donc le foncier, celui-là, on a beaucoup moins d'enjeux que vous à ce niveau-là. On travaille dans un territoire qui est fortement agricole et fortement mis en culture. Donc on travaille dans des grandes plaines d'argile qui se situent à l'extrémité sud du Québec, avec de grandes fermes en production, donc de grandes cultures et de production maraîchère. Des fermes qui font généralement en moyenne plus de 500 000 à 1 million de revenus bruts par année, donc pour vous donner un ordre d'idée. Et on a sur ce territoire-là une portion qui est en terre noire, donc des terres organiques, qui est très utilisée pour la production maraîchère. Et ces productions maraîchères, elles sont très importantes. On a notamment une ferme qui est délocalisée en Floride, en Colombie-Britannique, donc ça vous donne un peu l'idée. On travaille vraiment sur les zones où l'agriculture est la plus intensive du Québec. On a fait ce pari-là de travailler sur des enjeux environnementaux dans ces territoires-là. On est donc à l'extrémité sud du Québec. Vous le voyez sur le petit encart en haut, ici, donc à la frontière avec les États-Unis, au sud de Montréal, et on travaille sur un bassin versant. Un bassin versant, pourquoi? Parce que historiquement au Québec, on a le ministère de l'Agriculture qui soutient des projets collectifs par bassin versant pour les enjeux environnementaux. Donc en France, j'imagine qu'on a exactement le même système. Et là, donc les agriculteurs étaient déjà un peu fédérés autour de cette dynamique-là de projets collectifs par bassin versant. Au tout début, quand on a commencé à réfléchir le projet, on a réuni les agriculteurs avec un ensemble de parties prenantes et on leur a demandé qu'est-ce qui vous intéressait, sur quoi ils voulaient travailler finalement. Et il y a un certain nombre de thématiques qui ont du coup été mis au cœur du dispositif de laboratoire vivant, qui sont notamment donc la régénération de l'agroécosystème. Donc là, on parle d'adoption de nouvelles pratiques agricoles par les agriculteurs, qui vont être bénéfiques donc face aux enjeux de qualité de l'eau, d'érosion des sols, de perte de biodiversité, qui sont évidemment très communs dans ce genre de territoire. On parle également de tout ce qui est changer l'image de l'agriculteur. C'est en fait essentiellement la première raison pour laquelle ils viennent dans nos dispositifs de laboratoire vivant. C'est une motivation surtout de changer son image par rapport aux non-agriculteurs. Et un désir également d'assurer la relève de l'agriculture. On travaille également sur le renouvellement de la réglementation des politiques publiques. En environnement, on a souvent des tensions à ce niveau-là. Je pense qu'on a habillé la même chose en France. Donc on est amené aussi à travailler sur ces enjeux-là. Donc changement de pratique et aussi comportement collectif. Les agriculteurs nous ont dit nous on va venir, mais il va falloir que tous les agriculteurs qui font rien pour l'environnement, ils s'engagent aussi. Donc on veut que le dispositif ait aussi cet impact-là. Et ça c'était important pour eux, donc c'est aussi un enjeu qui est au cœur de notre dispositif. Et finalement la technologie et le numérique qui attirent évidemment beaucoup les agriculteurs quand il s'agit de changer ces pratiques. Mais je vais laisser la parole à Virginie pour qu'est-ce que l'Acadilab. J'imagine que vous vous retrouvez un petit peu dans toutes les thématiques d'après ce que j'ai vu. Alors l'Acadilab, c'est un dispositif qui se déploie depuis 2015, qui est certifié ENOL, si vous connaissez, donc depuis 2017. Et c'est à la fois donc quelque chose qui va créer un environnement d'intermédiation entre tous les acteurs. On parlera de gouvernance tout à l'heure. C'est aussi au niveau du projet, en fait, de la gestion des projets, un ensemble d'instruments méthodologiques de co-création, donc qui va permettre l'innovation, des nouvelles solutions, et qui sont centrés sur les usagers. On en a parlé tout à l'heure. On reviendra là-dessus également. C'est aussi une animation et une évaluation, puis c'est toi qui en parleras, Julie, qui se passe en continu et qui va donc stimuler en permanence l'engagement collectif dans le dispositif. Alors je vous le disais, on a 3 objectifs qui découlent un petit peu de cette posture, de cette intention. Évidemment plutôt un objectif d'innovation technique, donc de co-construire avec tout le monde, incluant les agriculteurs en fait, des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles pratiques ou processus qui vont être adaptés aux besoins et au système de production.
On veut également induire des changements de comportement de tous les acteurs vis-à-vis de leur relation avec l'agroécosystème, mais aussi de transformer la dynamique des acteurs, donc la relation entre eux. Et l'idée, en fait, l'intention finale dans l'absolu, c'est de développer les capacités de chacun des individus et du collectif, finalement, à s'approprier donc des approches de co-création, de gestion de projets collectifs, de sorte que la mise en place des actions dans le temps soit faite à l'échelle cohérente des enjeux environnementaux. Donc ça, c'est le gros pari sur le long terme du Living Lab. Donc à l'échelle méso, donc cette fameuse gouvernance et intermédiation de tous ces acteurs, je vous présente l'équipe de fondateurs, donc Samuel et Marie-Pierre tout là-haut. C'est un partenariat donc qui se veut à la fois multidisciplinaire, donc agronome, biologiste, Julie sur la gestion des territoires agricoles et l'aménagement et moi sur les approches collaboratives. Mais c'est aussi, donc on le disait tout à l'heure, un partenariat public, privé, citoyen, incluant la recherche. Donc Pleine Terre qui est une entreprise de services conseil en agronomie. Le club Technochamp 2000, c'est un regroupement d'agriculteurs qui est sous forme d'un organisme à but non lucratif. Je ne sais pas si on dit ça comme ça ici. Oui. Ok. L'UQTR, donc une université, et Rang 3 qui est un organisme à but non lucratif également. Ce qui nous caractérise en fait, c'est que c'est vraiment une rencontre d'individus. Il faut le dire, c'est très humain en fait ce projet. Et ce qui nous caractérisait, je dirais, c'est vraiment une volonté partagée dans notre rencontre de changer notre propre posture dans notre discipline, dans notre métier, et de découvrir des nouvelles pratiques et des nouvelles façons de faire les choses qu'on faisait au préalable. Alors la gouvernance, elle ressemble à ça. On l'appelle une gouvernance en constellation, je ne sais pas si vous connaissez. Mais globalement, donc l'équipe que je viens de vous présenter, donc l'équipe de pilotage fait l'intermédiation. C'est elle qui pilote le processus d'innovation ouverte. Évidemment, au centre de la co-création, on a des parties prenantes qui peuvent proposer des projets, qui vont co-créer, co-construire des solutions et qui vont expérimenter en conditions réelles les solutions qu'ils auront donc identifiées. Autour de ça, on est encadré par une charte qui a été établie en fait collectivement, rédigée dans le collectif, et qui va à la fois donc cerner finalement les modalités de l'engagement des parties prenantes dans ce processus, mais qui va aussi gérer, disons, s'assurer que les retombées soient réellement partagées en bout de ligne quand il y a une innovation qui sort. Et évidemment, tout autour, on a tout un écosystème de parties prenantes qui vont soit tantôt soutenir des projets particuliers parce que c'est des thématiques qui les intéressent, soit qui vont soutenir la démarche globale et qui vont entrer et sortir dans le système au gré de leurs intérêts. Donc en gros, au niveau des engagés vraiment, donc ceux qui sont actifs, qui font de la co-création, qui expérimentent, on parle de 5 universités qui sont liées ensemble et qui travaillent dans le projet. On a 70 agriculteurs dans le bassin versant qui expérimentent en continu toute l'année. On a 10 agronomes, et chez nous les agronomes, donc c'est des conseillers de terrain, c'est pas des chercheurs. Et on a une cinquantaine de professionnels des pouvoirs publics et des organismes donc communautaires, disons environnementaux, etc. Et chez nous, les pouvoirs publics, ça va donc du local au du municipal, régional, provincial, fédéral. Il y a une des caractéristiques par rapport à vous, je vois que vous êtes extrêmement fédérés autour de grosses organisations de concertation. Chez nous, en fait, il n'y en a pas. Donc, c'est très organique. Les gens entrent dans le processus et participent et deviennent partenaires au gré de leurs intérêts, en fait. Donc comment se passe la prise de décision? Qui décide et comment un projet rentre dans la boucle? Un projet peut être proposé par n'importe quelle partie prenante, donc agriculteurs, chercheurs, pouvoirs publics, organismes. À partir du moment qu'il rentre donc dans dans les 3 objectifs de la Cadilab que je vous ai mentionné tout à l'heure, qu'il respecte la charte qui est assez simple, mais quand même, qui détermine une certaine posture qui n'est pas facile finalement pour tout le monde à prendre. Qu'elle obtient l'intérêt des principaux intéressés, c'est-à-dire de ceux qui vont mettre en place les solutions ultimement. Et ça, c'est un gros principe chez nous. Évidemment, il faut que ça bénéficie d'une méthodologie Living Lab parce que tous les projets n'ont pas forcément cette caractéristique-là et qu'on a l'argent et les moyens en fait de mener à bout ce projet. Et donc, à partir du moment où le projet est accepté par le collectif, le partenaire, en tout cas le porteur, la partie prenante qui avait cette intention-là, peut rentrer
rentrer dans l'équipe de pilotage, d'intermédiation. Et donc chaque projet comme ça est modulé dans l'équipe de pilotage en fonction des intérêts des porteurs. À ce dispositif de gouvernance et de prise de décision, on a aussi un dispositif d'écoute des besoins en continu. Alors, il se décline en plein d'instruments ou d'activités. On a des ateliers de planification annuels qui nous permettent, avec les agriculteurs et les partenaires, de faire émerger les idées, les besoins, en tout cas tout ce qui est toute réflexion qui a envie d'être portée au collectif et à l'équipe de pilotage. On a des entrevues individuelles qui sont chaque année réalisées par la recherche auprès des agriculteurs et des partenaires. Julie en parlera tantôt. Évidemment, il y a un repérage qui se fait un petit peu informellement, en continu, soit au cours des activités, donc des ateliers de co-création, parce qu'il y a évidemment des idées nouvelles qui émergent au fur et à mesure, donc on les garde, on les réinjecte plus tard dans la boucle. Et sinon, les agronomes chez nous ont un rôle très très important parce qu'ils sont le lien de confiance avec les agriculteurs et ils sont en continu sur le terrain. Donc ils vont faire remonter en fait les idées, les propositions des agriculteurs auprès du pilotage. Je vous le disais aussi, à l'échelle du projet, il y a certaines spécificités, mais ça, vous les connaissez probablement. Nous, on a la particularité donc d'avoir une posture qui veut que les projets soient portés autant par les agriculteurs que par les experts. Ça veut dire que les bénéficiaires du projet, donc souvent chez nous les agriculteurs, mais ça peut être aussi les agronomes ou les pouvoirs publics, sont impliqués dès le départ et tout au long du processus d'innovation. Ça veut dire aussi que les projets et les contenus qui vont être travaillés pendant l'année sont déterminés par ceux qui vont mettre en place les actions. Donc ça facilite, disons en tout cas en théorie pour nous, et c'est ce qu'on le voit en fait, on peut le prouver, ça facilite l'appropriation et l'engagement sur le long terme. On a aussi une posture de co-création, puis on fait cette distinction par rapport à la concertation, dans le sens où on va jamais arriver avec une solution prédéterminée. On va plutôt faire dialoguer des modèles existants, et on va plutôt soutenir la créativité par la divergence plutôt que par le consensus. Alors c'est un peu particulier, mais c'est ça pareil la posture pour aller vers de l'innovation. Donc on est très à l'aise avec les opposés finalement. Et ça se passe très bien, en réalité. Les bénéficiaires ne sont pas passifs, c'est des contributeurs actifs, sinon ils ne sont pas dans le cycle. Et la distinction aussi, c'est qu'on va valoriser les savoirs informels, donc les savoirs d'experts, oui, ont bien sûr leur place, c'est évident, mais on va aussi s'appuyer beaucoup en fait sur la mise en valeur des savoirs d'usage et d'expérience, des usagers, des pouvoirs publics, de tout le monde. Et on va les remettre au centre de la co-création des solutions. Pour nous, en tout cas, c'est garant de connaissances qui sont très contextualisées et donc pour nous, ça facilite l'innovation, en fait, qui part de quelque chose d'ancré sur le territoire. Ça facilite également l'adoption des innovations et bien sûr les retombées partagées. Et finalement, le troisième élément de cette posture, c'est l'expérimentation en conditions réelles. Vous savez que c'est le troisième pilier des Living Labs. On sensibilise pas, en fait. On va pas dire aux gens ce qui est bien, en fait, dans la vie. On va leur demander finalement de l'essayer, tout simplement, et de faire leurs apprentissages en le faisant, même si c'est une erreur. Donc, on est très tolérant face à l'échec et aux solutions qui sont a priori jugées inadéquates, je vous dirais, parce qu'elles sont source d'apprentissage pour le collectif et les individus. Et donc les idées sont toujours implantées par ceux qui ont eu l'idée. Donc les agriculteurs expérimentent sur leur ferme, les agronomes expérimentent dans le cadre de leur métier. On est vraiment sur ce terrain-là. Et ça, en fait, l'expérimentation par le prototypage et l'itération, ça a l'air fou, mais ça permet de gérer les risques en fait en bout de ligne, parce qu'on voit arriver les problèmes beaucoup plus vite. Et également, ça permet donc l'apprentissage et l'appropriation des problématiques chemin faisant. Alors ça, c'est le processus que vous devez connaître aussi, qui s'inspire du Formité des Living Labs de façon générale. Mais ce processus-là, nous, on a dû l'adapter parce que Julie vous a dit, on a des hivers de moins 30 degrés pendant 5 mois. Et donc, les agriculteurs, c'est dans ce moment-là qu'on peut aller les appeler à travailler en co-création. Et ensuite, nous, notre expérimentation, l'été, elle est assez courte. Donc, il ne faut pas la rater, sinon on a raté un an.
Donc finalement, on a toujours une planification collective qui débute à l'automne. Donc on voit les idées, les projets, il y a une validation, les groupes se forment autour des projets, des thématiques d'intérêt, etc. On va chercher les experts, les parties prenantes, on fait une cartographie des acteurs tous ensemble, on met tout le monde dans la boucle, c'est le démarrage. Ensuite, l'hiver, on a le temps de faire nos séries d'ateliers de co-design. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on va établir les différents concepts qui vont tenir plus ou moins la route, mais peu importe, on s'approprie les problématiques et on détermine des idées, on est dans un mode créatif. Finalement, au printemps, on a un petit temps pour explorer parce que souvent ces concepts sont pas tout à fait, en tout cas, ça reste des concepts, on ne sait pas s'ils fonctionnent. Alors il y a un certain nombre de connaissances qui nous manquent souvent pour que ça devienne un prototype fonctionnel. C'est là que les experts, les chercheurs vont prendre aussi beaucoup de place à ce moment-là parce que les agriculteurs vont aller chercher les connaissances qui leur manquent pour développer leur idée. Donc on va faire des visites de terrain, on va aller voir des experts très très spécifiques, etc. Une fois qu'on a un prototype qui tient la route, là les agriculteurs repartent chez eux, le mettent en place directement sur leur ferme et pendant tout l'été. Et ensuite, on revient tous ensemble donc à l'automne dans une évaluation qui se veut donc participative. Donc tout le monde est là. Il y a à la fois un retour sur les expérimentations qui se sont faites, mais on va aussi sur un retour des entrevues qui ont été faites sur comment a été vécu le processus, comment se tient l'engagement, la dynamique entre les acteurs, etc. Et donc c'est une évaluation qui évolue systématiquement dans le temps. Ça, c'est donc un cycle d'1 an chez nous. Alors, c'est très long pour un laboratoire vivant. D'habitude, un cycle comme ça prend quelques mois. Quand on est dans un secteur, moi, avant, je faisais des Living Lab en santé, ça va beaucoup plus vite parce qu'on a une population captive, finalement. Alors là, nous, ça prend 1 an, mais imaginez, donc, on va continuer ces itérations-là jusqu'à ce que toutes les idées, donc, de la conception au prototypage et jusqu'à, en fait, un déploiement à grande échelle se soient réalisés. Pour y arriver, en tout cas dans le processus de co-création, vous le savez, on est obligé d'utiliser un petit peu des approches particulières au laboratoire vivant. Nous, on a la chance d'avoir une bonne connaissance de plein d'approches différentes. On peut croiser le design de service, la gestion du changement, les approches sociologiques, ce qui nous permet en fait de formuler des activités, des ateliers, des outils qui sont sur mesure en fonction des thématiques, des besoins de la clientèle. Et on va s'appuyer donc sur des techniques et des outils d'animation collaborative et créative très variés qui vont du design thinking, du art of hosting, le game storming. Et désolé pour les anglicismes, mais on n'a pas tout francisé encore au Québec. Le troisième pilier finalement de notre Living Lab, c'est l'animation et l'évaluation en continu de la communauté. Elle est très importante parce que c'est ce qui va aussi générer en partie le capital social et qui va maintenir la mobilisation sur le très long terme, parce que elle se passe donc tout au long de l'année. Elle est ancrée, elle est collée sur le processus de co-création. Et ça prend la forme finalement autour du lien de confiance des agronomes et des agriculteurs. Donc ça va prendre la forme vraiment d'activités communautaires, barbecue annuelles qu'on fait, dans lequel on a beaucoup de plaisir, du marché des savoirs, des journées thématiques, on accueille des visiteurs, etc. Donc ça contribue à nous garder tous mobilisés. Et on a également un dispositif d'évaluation qui est extrêmement complexe. Oui. Alors on a mis en place effectivement un dispositif d'évaluation et de suivi en continu. D'une part parce que c'était la première fois qu'on se lançait dans un laboratoire vivant, donc on avait envie de savoir qu'est-ce que ça génère au fur et à mesure ce dispositif-là. On était très curieux de ça, surtout la recherche, vous imaginez bien. Mais pas seulement parce que les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds finalement vont nous demander mais ça génère quoi ? Qu'est-ce que vous créez comme retombées ? Donc on a mis en place un dispositif de suivi. Donc on va suivre d'une part l'agroécosystème, donc on a des suivis de la qualité de l'eau, de la qualité des sols, de la biodiversité au niveau des expérimentations avec les agronomes et le ministère de l'Environnement qui est effectué. On suit également donc les différents individus qui sont impliqués dans le processus, donc les agriculteurs, les agronomes et les autres professionnels, notamment parce que pour voir comment est-ce que notamment les valeurs des agriculteurs évoluent dans le temps, est-ce qu'elles changent dans le temps, est-ce qu'ils intègrent plus de valeurs pro-environnementales, c'est une de nos grandes questions. On s'est intéressé aussi aux agronomes parce qu'on s'est rendu compte que ces agronomes de terrain, quand ils étaient dans le
processus, ils changeaient de posture, de manière d'interagir avec les agriculteurs. On évalue également en continu les connaissances qui sont acquises et partagées. Donc ça, c'est beaucoup au sein de l'équipe d'intermédiation. Donc qu'est-ce qui sort de chacun des ateliers, de chacune des rencontres. Et finalement, on va chercher à suivre et évaluer l'ensemble de la communauté, notamment pour voir comment est-ce qu'il y a la construction de valeurs partagées au sein de la communauté qui se mettent en place. Et on a également l'équipe d'intermédiation qui est évaluée. Alors moi qui suis chercheuse, me faire évaluer, c'est un petit peu particulier. Les autres sont plus habitués généralement, mais bref, on s'y fait aussi. Alors petit coup d'œil maintenant sur les projets et les impacts qu'on a observés. Alors on a globalement 2 grands axes de travail. Le premier qui est vraiment sur les pratiques agro-environnementales. Donc on a commencé à travailler avec la communauté agricole sur une série d'une dizaine à peu près de pratiques agro-environnementales qui sont connues, mais qui n'étaient pas forcément adoptées, intégrées chez les agriculteurs. Et puis ça a favorisé l'engagement des producteurs agricoles, donc dans des expérimentations de nouvelles pratiques pour eux. On a notamment aujourd'hui 150 hectares qui sont passés en plante de couverture. Alors je pense que c'est une technique assez commune chez vous, mais chez nous c'est compliqué avec l'hiver, la plante de couverture. Donc là les agriculteurs connaissaient très bien cette pratique-là, mais par contre ils savaient pas du tout comment l'implanter parce qu'ils avaient des problèmes de réglage de leur machinerie. Et les agronomes c'était très connaissant des plantes qu'il fallait mettre sur le champ, mais pas forcément du réglage de la machinerie selon les différentes donc en fait selon les différents semoirs. Donc grâce à l'échange là de connaissances entre les différentes parties prenantes, il y a beaucoup plus d'agriculteurs qui se sont engagés dans cette pratique-là. Ça nous a amené également à revoir des itinéraires techniques très adaptés à différents systèmes de production assez spécifiques. Donc ça nous a permis en fait d'intégrer le savoir des producteurs agricoles dans les itinéraires techniques de ces différentes pratiques agro-environnementales. On a également travaillé sur un processus qui est encadré légalement, qui est un processus d'entretien des cours d'eau agricoles chez nous, où là il y avait quelques tensions entre les agriculteurs et les pouvoirs publics, donc on a travaillé sur ce processus-là. Et finalement, ça a amené tout ce travail-là, ça a amené les agriculteurs à nous dire il faudrait bien qu'on ait des objectifs environnementaux, parce qu'au départ on est parti sans objectifs, on avait une grande thématique qu'on travaillait, mais on n'avait pas d'objectifs. Et c'est eux qui ont demandé à ce qu'on se fixe des objectifs environnementaux, ce qui est souvent un énorme défi. Donc on a travaillé avec eux puis des chercheurs sur quels pouvaient être ces objectifs-là, et ça nous a amené donc à développer avec un chercheur donc un outil de simulation de l'impact des pratiques agricoles sur l'érosion des sols, qui est en fait un modèle très simple, mais là il est intégré dans ce dispositif-là pour stimuler donc les changements de pratiques agricoles et l'adoption de nouvelles pratiques agricoles sur les fermes. Et au cours de la prochaine année, on va intégrer donc des suivis acoustiques et visuels de la biodiversité pour les agriculteurs. On a également un autre volet, lui, cette fois-ci, qui concerne les terres noires, nos fameuses terres organiques maraîchères, où là, vous le voyez, on a quelques petits problèmes d'érosion éolienne, mais aussi surtout hydrique, parce que ce sont des terres qui sont en fait sous le niveau de la nappe. Et donc on a un énorme enjeu de conservation de ces terres noires, parce qu'évidemment, elles ont une valeur économique extrêmement importante, une valeur monétaire importante. Et il y a tout un enjeu de pouvoir éventuellement déplacer les terres agricoles, ces terres-là, pour qu'elles ne soient plus en zone inondable. Et là, ça va nécessiter un travail avec les pouvoirs publics. Et ça nous amène également à travailler sur les aspects de lutte intégrée, puisque les productions maraîchères sont beaucoup plus avancées que les grandes cultures. Donc là, on fait du transfert de connaissances entre grandes cultures et production maraîchère sur ces aspects-là. Ce qu'on a observé au fur et à mesure de l'évolution, de la mise en place de ces cycles, donc depuis 2015 en fait que le dispositif est déployé, c'est la création progressive d'une communauté de valeurs qui se décline notamment avec la création de pratiques qui sont mieux adaptées au système de production et à l'agroécosystème. Donc les agriculteurs sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui à changer et à s'investir dans des nouvelles pratiques. On observe également une mobilisation des producteurs agricoles qui grandit dans le dispositif. Donc jusqu'à présent au Québec, dans ces dispositifs-là, dans les dispositifs collectifs, en fait, on avait surtout une mobilisation initiale, puis ensuite les agriculteurs venaient plus. Et là, ce qu'on voit, c'est que chaque année, il y a des nouveaux agriculteurs qui viennent s'ajouter. Juste sur invitation, ils viennent participer, puis ils viennent créer avec nous. Ensuite, on a des producteurs agricoles qui sont de plus en plus nombreux à expérimenter. Et le point qui est intéressant ici, c'est que les agriculteurs qui expérimentent, ce sont ceux qui étaient les plus réticents à s'investir dans des enjeux environnementaux par le passé. On observe une meilleure compréhension partagée du fonctionnement de l'agroécosystème. Donc là, on voit que
chacun comprend mieux finalement comment ça marche, et surtout des parties prenantes qui dialoguent mieux entre elles. Et ça, c'était un élément important. On a notamment des agronomes donc, qui ont changé leur posture et qui deviennent des accompagnateurs de l'innovation agricole chez les agriculteurs et plus des individus qui vont sensibiliser l'agriculteur à un changement particulier. Et pour finir, on voulait donc vous faire une petite brève présentation en fait de comment est-ce qu'on allie la recherche scientifique dans ce dispositif de laboratoire vivant, parce que c'est pas forcément non plus toujours évident. Depuis le début que ce dispositif de l'Acadilab existe, on a un programme de recherche donc qui accompagne l'Acadilab, en participant au pilotage du dispositif. Donc là, on a, en l'occurrence, c'est moi qui suis en position de recherche-intervention dans l'équipe d'intermédiation du dispositif. On va avoir de la recherche qui va alimenter le dispositif et une autre qui va l'évaluer puis suivre. On a de la recherche qui se fait au cœur du dispositif. Donc tous les bonhommes en couleur, ce sont des chercheurs ou des équipes de recherche en fait. Donc vous en avez une qui est au cœur du dispositif, puis une recherche qui est en support. Celle qui est au cœur du dispositif, donc il y a donc celle qui participe à l'équipe d'intermédiation. Il y a aussi de la recherche qui va être faite pour regarder comment évoluent les différentes parties prenantes, donc agriculteurs, agronomes conseils, professionnels et les autres professionnels des organismes publics. On a également donc un chercheur qui va regarder comment se passe la prise de décision et comment évolue le projet au niveau de l'équipe d'intermédiation. Ça, c'est plus pour comprendre comment ça fonctionne, en fait, ce dispositif-là. Et finalement, au fur et à mesure de la co-création et des itérations, il y a des questions qui vont émerger, mais qui vont pas pouvoir être directement traitées dans les cycles. Et là, la recherche, elle peut se saisir de ces questions-là, faire de la recherche, comme elle le fait traditionnellement, et finalement réinjecter ça plus tard dans le processus. Donc ça, c'est notre fameuse recherche qui vient alimenter, finalement, le dispositif de laboratoire vivant. La manière dont a été pensé l'Acadilab, c'est pas un terrain de jeu pour la recherche, c'est davantage un dispositif intermédiaire. Donc un espèce d'organisme frontière, ça va agir un peu comme un organisme frontière qui va surtout permettre d'accélérer l'utilisation de la connaissance scientifique. Mais ça permet pas d'avoir plus de terrain, plus de territoire d'expérimentation pour la recherche, parce que ce sont les agriculteurs qui expérimentent et qui décident eux-mêmes de ce qu'ils expérimentent et de comment ils le font. Donc ça remplace pas la recherche fondamentale, ça remplace pas la recherche finalisée non plus, mais par contre ça a quand même pas mal de retombées pour la recherche. Parmi les retombées qu'on a relevées, on a fait l'exercice d'un petit retour d'expérience qui est sur la manière dont nous on fonctionne. Alors c'est évidemment chaque laboratoire vivant est différent, mais évidemment ça va générer donc pour nous de la recherche sur ces dispositifs d'innovation collective. Ça va grandement accélérer l'utilisation effective de la connaissance scientifique. Pourquoi ? Parce que dans ce dispositif-là, le chercheur et la connaissance scientifique vont être appelés quand on en a besoin. Et donc, on va faire en sorte que la connaissance scientifique, elle arrive dans ce dispositif-là au bon moment, devant les bonnes personnes, sous la bonne forme, pour répondre à un besoin qui est actuel et concret. Donc, du coup, ça va accélérer cette utilisation effective de la connaissance scientifique. Et ce qui est souvent quand même un enjeu dans tout ce qui est transfert de connaissances pour nous en recherche. Ça va permettre également de générer un certain nombre de projets de recherche finalisés, plus adaptés aux besoins des parties prenantes, parce que au fur et à mesure de ce dialogue-là, donc c'est plutôt la recherche qui se met au profit du projet collectif finalement, plus que le collectif qui se met au profit de la recherche dans ce dispositif de laboratoire vivant-là pour l'Acadilab. Et cette proximité-là, ça va permettre aux acteurs de plus facilement formaliser leurs besoins en recherche, donc de générer des projets donc de recherche mieux adaptés aux besoins. Pour qu'il y ait un bon duo recherche scientifique laboratoire vivant qui fonctionne, on a relevé un certain nombre d'éléments qui chez nous fonctionnent bien. Du côté de la recherche, c'est une bonne capacité à ce que la recherche explique ses besoins. Ça, généralement, on le fait assez bien, mais les limites, surtout de la recherche scientifique, et ça, c'est un élément important pour que les acteurs puissent bien s'approprier en fait jusqu'où est-ce qu'on pourra aller avec la connaissance qui est générée et voir qu'ils puissent s'approprier des projets, puis les modifier aussi. Ça, on l'a vu dans un projet qu'on a actuellement avec un chercheur qui travaille sur la qualité de l'eau. Et c'est aussi pour les chercheurs souvent le besoin qu'il y ait une ouverture à ajouter des volets à des protocoles de recherche. Donc pas forcément à modifier ces protocoles de recherche, parce que l'expérimentation en conditions réelles par les agriculteurs permet souvent pas de faire ces méthodologies d'expérimentation de recherche traditionnelles. Donc, mais on peut ajouter en fait, intégrer ces expérimentations-là par les agriculteurs dans la recherche, en se disant, ça va alimenter certaines parties de ma recherche, mais ça pourra pas le remplacer
le dispositif expérimental traditionnel pour un chercheur. Et ça implique souvent une plus grande flexibilité temporelle, et souvent ça faut quand même pas se le cacher, c'est quand même un défi pour nous parce qu'on a des subventions de recherche sur un temps précis. Et puis là, c'est des fois le laboratoire vivant va plus vite que nous, puis des fois il est plus lent. Donc il y a un ajustement temporel qui est pas toujours évident non plus. Et du côté des praticiens, ça nécessite aussi un certain nombre de choses. Évidemment, une capacité à légitimer la présence des chercheurs dans le dispositif. Nous, on a 70 agriculteurs. On n'arrive pas qui veut devant les 70 agriculteurs qui se connaissent et qui travaillent ensemble. Donc, par contre, quand l'agronome introduit le chercheur, il arrive à le légitimiser finalement aux yeux des agriculteurs et à le rendre crédible. Et là, le travail collectif peut se faire. Il faut également, on s'est rendu compte que c'est plus facile quand les praticiens du laboratoire vivant ont une bonne compréhension de la recherche scientifique. Donc ça c'est un classique. Et une capacité à anticiper donc les utilisations qu'on peut faire de la connaissance scientifique qui pourrait être développée. Et concrètement, nous, la manière dont ça se traduit, c'est d'une part donc par la présence d'un chercheur dans le pilotage du dispositif, mais par contre c'est pas un pilotage du dispositif par la recherche, c'est vraiment la présence de la recherche dans le pilotage. Donc dans notre cas, c'est moi qui suis en position de recherche-intervention. Ça pourrait être autre chose, néanmoins la recherche-intervention elle fait qu'on a un chercheur qui est vraiment très impliqué dans le dispositif, et ça peut être un atout. Et finalement un chercheur qui a également accès à une diversité de chercheurs et la connaissance d'une grande diversité de travaux de recherche, et qui va donc pouvoir dire à l'équipe de pilotage à ce moment-là c'est intéressant d'aller chercher tel chercheur ou tel autre chercheur. Et ce qui est intéressant également, c'est d'avoir au sein de la recherche une personne qui va être dédiée au lien avec le laboratoire vivant, qui va notamment pouvoir préparer les chercheurs à intervenir dans le dispositif, parce que c'est pas leur projet de recherche, c'est un projet collectif, ce dispositif de laboratoire vivant. Donc nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était mieux quand on expliquait aux chercheurs quelle posture ils devaient adopter quand ils intervenaient dans ce dispositif-là, qui va être également capable d'expliquer les besoins de la recherche au pilotage, l'avancement des projets de recherche, et qui va aussi animer la recherche autour du dispositif. Donc vous, j'ai vu que vous avez un LabEx, j'imagine là vous avez quand même une grosse animation scientifique autour de ça, donc ça c'est un peu l'idéal finalement, d'avoir un dispositif qui est déjà animé puis qui à côté va pouvoir se lier au laboratoire vivant finalement. Et voilà, et je laisse le mot de la fin à Virginie. Oui. Tout simplement, en fait, nous, pareil, si on fait une introspection sur les conditions de notre mise en place depuis 4 ans, ce qu'on se dit, en tout cas, c'est que il y a 3 choses. On a réussi à se créer parce qu'il y avait un contexte de réussite vraiment dès le départ, notamment une mobilisation qui était préexistante dans le cadre d'un projet qui était subventionné par le public. C'était pas un projet de Living Lab, mais c'était déjà un projet de gestion intégrée par bassin versant collectif, qui vivotait, mais il y avait au moins ça. Il y avait également, je vous ai montré l'équipe, c'était quand même, on a eu une belle mosaïque d'ouvreurs de portes, une ouvreuse de porte vers la recherche, les ouvreurs de porte vers les agriculteurs et je dirais vers plutôt les innovateurs et les techniques de co-création. Puis également, il y avait une volonté, puis on appuie beaucoup là-dessus, il y avait vraiment une réelle volonté de tous les 4 de transformer notre posture et nos pratiques et d'apprendre en fait dans ce contexte-là. Donc on s'est lancé vraiment dans cette modalité-là, et ça nous a quand même pris 1 an de planification pour tout créer, le système, en tout cas pour démarrer les premiers projets. Et pareil, en tout cas, ce qui nous caractérise, c'est qu'on n'est pas parti d'une gouvernance au préalable pour faire les projets. On a d'abord fait des projets, et la gouvernance s'est mise en place organiquement autour de ces projets, en fonction en fait des liens qui se créent entre les partenaires, entre les acteurs. Donc on est parti un peu à l'envers, de façon très organique. C'est comme ça qu'on se définit, et on s'est cristallisé comme ça au fil des itérations. D'abord, on a créé une charte parce que on s'est dit tiens, il faudrait quand même bien gérer les retombées partagées. Comment on fait ça? On crée une charte. On a eu des gens qui voulaient intégrer le processus, qui n'avaient pas une posture qui nous convenait. On s'est dit comment on fait pour les gérer cela? On a créé une charte, donc tous ensemble pour ça. On s'est dit tiens, on va devoir se développer. Il y a plein de projets qui émanent. Comment on gère? On va regarder les différentes dispositifs de gouvernance. On a opté pour celle qui était en constellation, qui permettait un arrimage très flexible, très fluide des acteurs autour des projets.
etc. Donc on a mis en place toute cette gouvernance au fur et à mesure, et finalement on s'est rendu compte également que dans notre façon de mettre en place le Living Lab, on va s'attacher à mobiliser des expertises et des savoir-être d'individus, c'est-à-dire qu'on est moins intéressé à avoir tous les représentants des parties prenantes, mais on va vraiment aller chercher des individus qui vont être utiles au processus au bon moment. Et donc on est beaucoup moins dans un aspect concertation où tout le monde tous ensemble en même temps. On va vraiment dire on va rentrer les bonnes personnes au fur et à mesure, et au final finalement l'écosystème va grandir comme ça. Donc voilà, et c'est pas tout à fait ce qui ressemble à tous les Living Labs, là c'est vraiment très particulier à nous. Alors je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps. Alors merci beaucoup.